Bienvenue pour Ici l'Europe sur France 24 et RFI. Vous nous retrouvez maintenant à Strasbourg dans l'escalier à double révolution du Parlement européen. Et nous sommes en compagnie d'une invitée luxembourgeoise réputée pour son franc-parler. Viviane Reding, bonjour. Ça me fait plaisir d'être avec vous de nouveau. Bonjour Viviane Reding. Alors, depuis la fin des années 80, vous siégez à la droite de cet hémicycle, puisque vous êtes eurodéputée du Parti populaire européen, le PPE. Vous avez effectué 3 mandats au sein de la Commission européenne. Vos domaines de compétences, ça a été tout d'abord l'éducation, la culture, la jeunesse et les sports, puis l'information et les médias, et enfin la justice, les droits fondamentaux et la citoyenneté sous la Commission Barroso. On vous doit d'ailleurs à cette époque une sortie contre la politique française qui visait spécifiquement les Roms menacés d'expulsion. La France avait dû revoir sa copie pour se conformer à la directive européenne sur la libre circulation. Mais alors revenons à présent sur l'actualité du moment. Vous avez des positions contrastées sur les relations transatlantiques de l'Europe. Oui, par exemple, dans l'hémicycle juste derrière nous, en fait, a eu lieu mercredi un vote très important sur le fameux CETA, c'est-à-dire le traité de libre-échange avec le Canada. Un vote remporté. Il était pourtant contesté par les manifestants, par un certain nombre de groupes politiques à gauche de l'hémicycle. Est-ce que c'est indispensable pour vous que ce CETA? Absolument. Parce qu'en matière de géopolitique, si l'Europe joue, c'est l'Europe qui va être là où se font les règles. Si l'Europe ne joue pas, d'autres vont faire les règles et nous imposer. Regardez les développements de la grandeur des continents. On sera dépassé par l'Asie bientôt. Alors, je préfère que l'Europe fasse ses propres règles, les exporte, plutôt que d'autres nous imposent les règles demain et après-demain. Et s'il y avait manifestation de l'opinion publique aussi, c'est qu'il y a des inquiétudes liées à l'environnement, liées aux normes de santé, etc. Vous balayez ces inquiétudes d'un revers de la main? C'est pas important? Ah non! Bien au contraire. Les résultats des négociations sont sur la table depuis 2 ans. Tout le monde aurait pu les lire. Nous nous en sommes saisis et nous avons regardé très clairement. Alors, dans les normes phytosanitaires, dans les normes agriculture, toutes les normes européennes sont sauvegardées et nous avons en plus la garantie que rien qui ne contrevient à ces normes ne soit importé. C'est un bon traité pour nos entreprises, les PME, parce qu'on élimine tous les droits de douane et les entreprises peuvent entrer sur le marché canadien. En plus, pour nos produits alimentaires, il y a 145 dénominations régionales ou spécifiques qui sont bétonnées. Donc ça protège. Il y a notamment encore beaucoup d'inquiétudes autour du tribunal de règlement des différends, la possibilité pour des multinationales d'attaquer des États. Ça, pour l'instant, c'est pas encore passé devant la Cour européenne de justice. Est-ce que vous n'avez pas encore une crainte que certains, par exemple les Wallons, ou certains États, finalement, ne ratifient pas cet accord à cause de ça? Alors, laissez-moi expliquer un peu. Parce que nous avions un grave problème lorsque nous avons négocié avec les États-Unis. Parce que dans tous ces accords internationaux de commerce, il y a une sorte de justice privée qui est en place. C'est-à-dire les grandes entreprises désignent les juges, les avocats, si vous voulez, pour attaquer les États. Nous avons toujours dit, et surtout moi en tant qu'ancienne garde des Sceaux européen, que ce n'est pas acceptable. Nous avons besoin de juges nommés et payés par les États et de tribunaux normaux et pas de quelque chose de privé. Donc c'est un amendement que j'ai mis sur la table pour les négociations avec les États-Unis qui nous a amené finalement à intégrer cet élément de élimination de la justice privée et la remplacer par une justice publique dans l'accord avec le Canada. Vu que la justice est une compétence nationale, ce sera aux parlements nationaux de décider oui ou non s'ils préfèrent une justice privée
ou une justice publique. Et puis, en l'occurrence, les défenseurs du CETA mettent en avant que finalement, ce sera en quelque sorte aussi dénoncer les politiques plus protectionnistes de Donald Trump. On pense que depuis son arrivée au pouvoir, il a dit qu'il était très favorable au Brexit, peut-être à un accord privilégié avec les Britanniques. Qu'est-ce qu'il faut penser? Est-ce qu'il est en train d'essayer de diviser l'Europe et d'y parvenir? Moi, je suis horrifiée parce que je vois que quand même des dizaines d'années de construction de relations transatlantiques sont en train de partir en miettes. Alors, parlons justement du Brexit quand même, qui a beaucoup évidemment changé la donne en Europe. Et on sait que la première ministre britannique Theresa May veut activer peut-être début mars la fameuse clause de divorce. Est-ce que vous sentez justement les Européens, les 27 autres unis, en rang serré, ou est-ce qu'elle a déjà un peu ouvert des brèches, on le sent du côté des pays de l'Est, pour essayer de négocier plus tard des accords bilatéraux avantageux? Eh bien, elle ne peut pas négocier des accords bilatéraux avec des États qui sont membres de l'Union européenne. Parce que depuis assez longtemps, négocier des accords à l'extérieur de l'Union européenne est une compétence de l'Union européenne, donc plus des États. Donc tous ces racontards autour de négocier des accords, c'est tout simplement pas possible. Mais elle peut poser des jalons, elle prépare la sortie. Et elle divise aussi. Et elle divise par la même occasion. Soyons heureux si elle prépare la sortie, parce que jusqu'à maintenant, nous avons uniquement entendu un grand discours de Theresa May. Nous n'avons pas encore les papiers du divorce. Et dans sa propre chambre, c'est-à-dire dans la House of Commons, elle n'a pas raconté beaucoup de détails sur comment elle envisage le divorce et quelles seront les conditions de ce divorce. Alors, on ne peut parler de divorce que du moment que la partie adverse, celle qui demande le divorce, c'est pas nous, a introduit les papiers. Alors, pour l'instant, l'état de l'Europe, du moins la croissance ne va pas si mal. La Commission a rendu ses prévisions d'hiver. Mais on sent quand même que cette croissance est fragilisée par des risques majeurs. Et c'est ce que nous détaille à présent Laure Wagner. La Commission européenne a rendu ses prévisions d'hiver ce lundi. Les chiffres de la croissance sont revus à la hausse par rapport aux prévisions d'automne. 1,6% en 2017 contre 1,5% annoncé en novembre et 1,8% en 2018 contre 1,7%. Pour la première fois depuis la crise financière de 2008, les économies de tous les États membres de l'Union européenne devraient croître dans les 3 prochaines années. Mais il y a des risques exceptionnels. D'abord l'arrivée à la Maison-Blanche de Donald Trump et aussi, souligne Pierre Moscovici, commissaire à l'économie, au vote britannique en faveur d'une sortie de l'Union européenne et à une certaine gronde, voire une certaine fronde d'une partie de nos concitoyens contre la mondialisation qui s'est exprimée dans des choix électoraux. Autre menace, la Grèce pourrait de nouveau être poussée vers la sortie si elle ne parvient pas à trouver un accord sur sa dette. Ses créanciers n'ont pas le même diagnostic sur sa capacité à rembourser. Le FMI juge les Européens trop optimistes et demande un allègement de la dette grecque. Une option inenvisageable pour les principaux États membres de l'UE. Alors depuis plusieurs mois, les discussions avec Athènes piétinent. Nous avons terminé l'année 2016 avec une reprise de la croissance alors que tout le monde, y compris le FMI, s'attendait à une récession. Et, bien que des obstacles aient été constamment mis sur notre chemin, comme l'austérité l'année dernière, nous avons réussi à donner un coup de pouce aux retraites. Voilà le cahier des doléances d'Alexis Tsipras. Le Premier ministre espère relancer les discussions sur le plan d'aide de 86 milliards d'euros. Alors la Grèce, en effet, tout à fait au bord du défaut de paiement, à nouveau avec des menaces aussi réitérées de sortie de la zone euro du ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble. Vous trouvez que c'est très malin? Vous savez, on est en pleine négociation dans un débat qui nous occupe depuis des années et où malheureusement nous ne voyons pas la résolution des problèmes, mais toujours des problèmes supplémentaires.
Je suis plutôt pour une résolution la plus rapidement possible de cette éternelle histoire parce que nous avons des problèmes à régler. Les migrants ne vont pas s'arrêter à cause des discussions autour du budget. Et avec l'été, ils vont pousser de nouveau sur les frontières du Sud. Donc, il vaudra... Mais une résolution souple vis-à-vis d'Athènes ou dure, avec l'effacement de la dette non, ça c'est... Vous voyez, tout ça sont des slogans et on ne résout pas les problèmes avec des slogans. Il n'y a ni austérité, ni effacement de la dette, ni. La seule chose qu'il y a, c'est qu'on investit à perte, à mon avis, des milliards et des milliards et des milliards dans un puits sans fond. Vous voulez dire que l'exclusion de la Grèce, c'est une hypothèse qu'il ne faut pas rejeter d'emblée ? Nous avons pris une décision il y a de longues années où cette question était à l'ordre du jour, si oui ou non la Grèce allait quitter la zone euro. C'était ça le début, quitter la zone euro sans quitter l'Union européenne. Il n'en était jamais question d'ailleurs. Et puis ça ne s'est pas fait par une décision politique. Et depuis, on investit pour combler les brèches. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits par les Grecs, par le peuple grec, je dois dire, parce que les dirigeants grecs, j'ai mes forts doutes sur l'efficacité de leur fonctionnement, mais c'est une histoire qui fait mal. Oui. Alors, vous parliez, Viviane Reding, de l'immigration, mais il y a tout cet aspect géopolitique et la Russie. Alexis Tsipras qui estime déjà qu'il faut lever les sanctions contre la Russie sur le dossier ukrainien. Il n'est pas le seul d'ailleurs, il y en a plusieurs. Est-ce que c'est le moment de lever les sanctions contre la Russie sur ce dossier ? Quand on connaît un peu la politique grecque, on sait, et la société grecque, on sait que la religion joue un très fort rôle et c'est la même religion que partage l'État russe, parce que c'est une religion d'État dans les deux parties. Et puis, c'est une question de gros sous aussi et d'investissement. D'ailleurs, on le voit très souvent que des partis d'extrême, que ce soit d'extrême droite ou d'extrême gauche, mais surtout les partis d'extrême droite quand même, sont subventionnés par la Russie. Alors si on regarde en France, vous parlez des partis, le Kremlin affiche en fait son soutien, alors c'est vrai, vous l'avez dit, et aussi financier au parti de Marine Le Pen, mais moins extrémiste. François Fillon, le vainqueur des élections françaises, est-ce que ça risque pas d'être Vladimir Poutine, si tout le monde s'entend pour dire que c'est notre meilleur ami? Est-ce que ça n'est pas parfois un soutien encombrant? Discuter si oui ou non les sanctions sont efficaces, je pense que c'est une discussion normale. Pour l'instant, c'est une décision unanime des États membres de les maintenir et elles sont maintenues. D'ailleurs, les problèmes ne sont pas résolus. On a toujours l'occupation d'une partie de l'Ukraine, on a toujours la guerre, on a toujours la Syrie, c'est-à-dire aucun des problèmes n'est résolu. Il vaudrait mieux, au lieu de parler de sanctions, parler de résoudre des problèmes. Et il est évident, et là je suis d'accord avec M. Fillon, il est évident que nous ne pouvons pas éternellement être en différend avec notre voisin, la Russie. Oui. Il faudra qu'un jour, nous pacifions ces relations et que la Russie vienne dans le droit chemin. Mais l'intrusion des Russes dans les campagnes électorales, peut-être il y a les Pays-Bas en mars, il y a ensuite la France, et puis après les élections en Allemagne. Quel regard est-ce que vous portez sur ces risques, sur cette menace d'intrusion des Russes dans les campagnes électorales? Piratage informatique, désinformation. C'est ce qui a été pointé du doigt par plusieurs services secrets. Absolument. On sait qu'il y a une forte aide financière et on sait que les experts sont en train de faire du mal au système informatique, comme d'ailleurs ils semblent l'avoir fait aux États-Unis et comme ils semblent avoir aidé la campagne Brexit. Donc oui, il y a une immixtion dans les affaires nationales. Moi, je trouve ça dégoûtant.
Alors, Marine Le Pen, ici dans cet hémicycle, elle a été épinglée pour avoir dépensé 340 000 € d'argent du Parlement européen pour rémunérer des députés, enfin des assistants en fait du Front National qui étaient basés non pas du tout à Bruxelles mais en France. Elle doit rembourser, mais alors elle crie, comme souvent d'ailleurs, au complot et en particulier au procès politique. Qu'est-ce que vous répondez? Nous avons des règles très strictes et ce ne sont pas les groupes politiques qui prennent la décision, mais c'est l'OLAF, un organisme indépendant antifraude. Et elle n'a pas été épinglée, elle a été condamnée. Donc il y a eu fraude manifeste. Alors sur le dossier de la corruption en Europe, juste toute dernière chose, bonne nouvelle, avec une mobilisation sans précédent des Roumains qui ont réussi à obtenir l'abolition d'un décret adopté à la sauvette pour blanchir les politiques. Vous en tirez quelle leçon? Tout d'abord, on savait très très bien que la politique en Roumanie était très ancrée dans la corruption. Et on le savait déjà avec le gouvernement d'avant où le Premier ministre socialiste avait eu des déboires. Bon, maintenant, le même parti est de nouveau au pouvoir et il essaye de blanchir tous ceux qui ont déjà été condamnés, tous les politiques qui ont été condamnés. Et je suis très fière du peuple roumain qui ne se laisse pas faire et qui dit non, il y a des règles aussi en Roumanie et nous voulons changer de système. Et je suis très fière aussi de ce magnifique président de la République en Roumanie, qui est d'ailleurs quelqu'un de mon parti, du PPE, et qui s'est mis sur le devant de la scène pour critiquer le gouvernement et l'impunité que le gouvernement voulait instaurer vis-à-vis des politiques condamnés pour fraude. Merci à vous d'avoir été notre invitée, Viviane Reding. Merci de nous avoir suivis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur nos antennes de France 24 et d'RFI. À très bientôt.